Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Toudoum. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième et dernière partie de la séance sur le genre et sexe, ou désormais, comme je les ai appelés au début, genre grammatical et genre lexical. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je pense qu'il vaudrait mieux que vous commenciez par ça. Allez la voir tout de suite, le lien est dans la description bien entendu. Et si vous avez vu cette partie 1, ou si vous voulez vous en dispenser parce que vous pensez que je vais me faire comprendre dans cette partie, eh ben, ce qui est possible d'ailleurs, allons-y pour la partie 2. Donc dans cette deuxième partie, je commencerai par un petit tour d'horizon de la répartition des genres dans d'autres langues que le français. Il y a plein de choses à découvrir, vous allez voir. Et c'est en complément de ce que je disais dans la première, hein, afin de vous montrer que la subdivision masculin-féminin, avec une rue sur le genre non marqué, est loin d'être universelle, et que le français est plutôt une exception avec d'autres langues romanes, comme l'espagnol et l'italien. Ensuite, je parlerai du genre chez les animaux en français, parce que c'est intéressant, et puis parce que les animaux, c'est toujours amusant. Enfin, en guise de conclusion un peu large, je vais faire une incursion du côté de la polémique autour du genre dominant ou non marqué, afin entre autres d'annoncer le prochain sujet qui fâche, qui sera, je peux le dévoiler tout de suite, hein, l'écriture inclusive, un sujet que je décortiquerai posément sous toutes ses coutures, vous verrez, afin d'aller au-delà de la polémique de surface dont vous avez peut-être eu vent hein, déjà. Alors c'est parti pour notre petit tour du monde des genres grammaticaux et lexicaux. Je vais prendre mon petit cahier et passer en revue ce qui se fait dans d'autres langues sans trop entrer dans le détail, mais je vais quand même vous expliquer des choses très très pointues. Voilà. Pour commencer, première catégorie, les langues sans genre grammatical ou presque. On va commencer par l'anglais. Vous voyez, à l'exception des pronoms personnels he et she dont je parle dans la première partie et des adjectifs possessifs her et his, il n'y a pas de genre grammatical en anglais. On y trouve seulement du genre lexical dans le vocabulaire avec des distinctions comme man, woman, boy, girl, etc. Mais il n'y a pas d'accord ni de déterminants différenciés. D'autres langues sont sans genre, comme le turc, le hongrois, le basque, le finnois. À noter que le finnois et le hongrois, notamment, qui font partie de la même famille de langues, ignorent totalement le genre grammatical, même pour les pronoms personnels. L'espéranto n'a pas non plus de genre grammatical, juste ce qu'on appelle des affixes pour marquer le genre lexical, masculin ou féminin si nécessaire. Un affixe, c'est un élément langagier qui est éventuellement chargé de sens, qu'on ajoute soit au début, c'est un préfixe, soit à la fin d'un mot, c'est un suffixe, soit au milieu, et dans ce cas-là, c'est un affixe interne. Et en espéranto, on utilise le préfixe vir pour désigner un être de sexe masculin, et l'affixe interne in pour le féminin. On trouve aussi des langues comme le danois, qui possèdent ce qu'on appelle un genre commun, en plus du masculin et du féminin. Ce genre commun permet d'exprimer du féminin et du masculin ensemble, coordonnés, comme le fait le genre non marqué représenté par le masculin en français, par exemple. Ensuite, il y a évidemment le genre neutre qu'on rencontrait en latin et que je conteste pour le français, comme je vous l'ai expliqué. Il est présent en allemand et en russe en particulier. Le genre neutre est censé représenter ce qui n'est ni masculin ni féminin, mais dans les faits, d'une langue à l'autre, les choses peuvent varier. En français, en complément de ce que j'ai dit dans la première partie, on a une trace de neutre dans l'utilisation du masculin comme forme générique dans une expression de type c'est beau ou quelque chose de beau. Cette trace de neutre ne fait pas du masculin un genre neutre, bien sûr, hein, comme j'ai déjà essayé de vous l'expliquer, d'autant moins qu'on peut dire aussi une belle chose qui correspond à quelque chose de beau, grosso modo, et une belle chose est dans ce cas-là également de genre lexical neutre. Quelques langues peuvent avoir une organisation à quatre genres, le commun, le neutre, le féminin et le masculin. Vous avez ensuite, plus original, pour nous qui connaissons la dualité masculin-féminin, des genres différenciés selon d'autres critères, notamment animé-inanimé. D'ailleurs, cette opposition est plus ancienne que masculin-féminin.
On estime que dans les langues indo-européennes, la grande famille qui inclut notamment presque toutes les langues d'Europe, animé-inanimé est distingué avant masculin et féminin, qui est donc une sous-branche d'animé. Les langues slaves pratiquent toujours cette distinction. Humain-non humain est également une distinction possible dans certaines langues. En algonquin, qui est une famille de langues d'Amérique du Nord, notamment du Canada, qui est entre le Québec et l'Ontario, on ignore la distinction masculin-féminin avec un genre qui sépare animé-inanimé, voire humain-non humain, et on retrouve dans la classe des animés des non-animés qui revêtent une grande importance pour le peuple concerné, notamment les armes de chasse, les fruits, les arbres, la glace, la neige ou les astres, enfin ce qui est très important dans le quotidien des gens. Donc ils sont dans le genre animé sans être animés, en d'autres termes. Dans d'autres langues, la distinction de genre peut être faite entre plat en relief, liquide, solide, grand, petit, etc. Et c'est vraiment notamment dans ce qu'on appelle les langues à classe, en particulier les langues africaines du groupe bantou. Il devient assez vite difficile de parler exclusivement de genre grammatical pour décrire ces distinctions, et en tout cas, vous voyez bien qu'il n'est plus du tout question de genre et sexe exclusivement, comme le titre de la vidéo l'indiquait. Donc, pour conclure avec ce petit tour du monde incomplet, mais assez vaste déjà, nous sommes amenés à nous interroger sur la véritable utilité du genre en grammaire. De nombreuses langues s'en passent, je vous l'ai montré, et finalement celles qui insistent sur la distinction radicale masculin-féminin, comme le français, sont très minoritaires. Ce qui revient à dire peut-être que le genre grammatical, en référence au sexe, n'a aucune véritable utilité dans la langue. La façon dont les classes, genres, catégories et distinctions s'opèrent au sein d'une langue influence-t-elle notre perception du monde? Alors ça, c'est une vraie question, une vaste question, et les grosses bagarres actuelles autour du genre en français montrent que c'est pas une question sans fondement. Je vais cependant rester prudent pour ma part et je ne vais pas extrapoler davantage sur la question parce que sinon je serais obligé d'entrer dans des théories linguistiques incompatibles avec ce format de vulgarisation. Peut-être un jour, quand j'aurai beaucoup avancé dans mes vidéos, on pourra approfondir cette question éventuellement. Maintenant, petite parenthèse animalière, parce que ce sont aussi des exemples parlants dans la langue et intéressants, parce qu'on n'y soupçonne pas de sexisme latent, mais vous noterez que la majorité des animaux du monde ont un terme générique commun aux mâles et aux femelles, hein, comme mésange, dont je parle dans la première vidéo, mais aussi mouette, chacal, pingouin, rascasse, boa, pangolin, écrevisse et des millions d'autres évidemment, avec un genre arbitraire. Une minorité d'animaux bénéficie d'un traitement particulier, à savoir que l'usage leur a donné une forme masculine et une forme féminine, et leur genre à ces animaux-là est donc motivé en fonction du sexe. On applique à ces animaux également le principe de neutralisation et de genre non marqué que j'ai expliqué précédemment pour l'être humain. Donc lion, lionne, tigre, tigresse, éléphant, éléphante, loup, louve sont des exemples, chez les animaux sauvages notamment. Et le privilège pour un animal d'avoir ces deux formes tient souvent à la portée symbolique de l'animal en question, dans la culture, sa proximité avec nous ou à son ancienneté dans la langue, dans l'imaginaire, dans la littérature. Et donc, par exemple, pourquoi lion et lionne, mais pas kangourou et kangouroute? Kangouroute. Encore que je suis sûr de l'avoir déjà entendu. Et oui, et en cherchant, La Kangouroute est le titre d'un livre de Marie Nimier, comme quoi les écrivains et écrivaines sont les premiers à se permettre de jouer avec les genres motivés. La question ne pourrait de toute façon pas être tranchée de façon globale. Il y a des règles générales qui laissent penser que plus un animal est proche de nous et plus les mots qui le désignent seront motivés en genre, mais il faut regarder au cas par cas pour en être sûr. D'ailleurs, l'usage n'interdit pas de motiver des noms d'animaux dans le langage courant. Regardez Kangouroute dont je viens de parler. Chacun de nous peut faire ça. Féminiser un nom d'instinct ou le masculiniser un nom d'instinct est une chose simple à faire sur certains noms, mais pas pour d'autres. Merle qui donne merlette, ok, pas de problème. D'ailleurs, merlette est plus ou moins lexicalisé en français. Héron, héronne, pourquoi pas. Mais rhinocéros masculin, rhinocérosette, rhinocéros, c'est plus dur. Et pareil dans l'autre sens. Une girafe au masculin donnerait peut-être bien un girafe,
alors qu'un girafon, qui pourrait être une terminaison masculine, désigne le petit de la girafe. Attention tout de même, le fait de ne pas connaître le nom motivé d'un animal en fonction de son sexe ne signifie pas que le mot n'existe pas en français. Le vocabulaire au sens large, au-delà de l'usage, est bien plus étendu qu'on ne le croit, sans parler des régionalismes. Les régionalismes sont souvent des réservoirs de noms très particuliers donnés aux animaux, qu'on ne retrouve pas forcément dans la langue globale. Ce qui est intéressant ici, c'est que le principe du masculin qui l'emporte sur le féminin n'est applicable que sur les espèces qui ont dans le vocabulaire courant les deux formes sémantiquement genrées. S'il n'y a pas de motivation, on ne peut pas l'appliquer, c'est sans objet. Cependant, plus l'animal est proche de l'humain au sens utilitaire, et plus il va avoir de noms motivés. Ainsi, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie, les animaux chassés les plus courants peuvent être désignés par plusieurs noms motivés et qui vont parfois dans la très grande précision. Mâle ou femelle en bas âge, mâle ou femelle reproducteur, individu adulte, vieux spécimen, voire individu stérilisé. C'est là encore l'usage qui détermine la motivation en genre. Un mouton, c'est de genre masculin non motivé. Une brebis, c'est de genre féminin motivé. Un bélier, c'est de genre masculin motivé. Un agneau, c'est petit, bien sûr, de genre masculin a priori, de sexe indéterminé, mais agnelle existe aussi en genre féminin motivé. C'est moins courant dans le langage, bien entendu. Chez les bovins, vous avez dans un même ordre d'idées la vache, qui est éventuellement le genre de genre masculin non motivé, mais qui peut être aussi motivé quand on désigne la femelle de l'espèce. Le taureau, masculin motivé. Le taurillon, également masculin motivé. La génisse, féminin motivé. Le veau, qui est masculin non motivé. Et le bœuf qui était ambigu parce qu'il désignait aussi bien un animal de genre masculin et de sexe indéterminé que le mâle de la vache une fois castré, à l'époque où on castrait ces animaux, voire simplement l'animal à viande, puisqu'on ne dit presque jamais viande de vache et presque toujours viande de bœuf, même si il s'agit de viande de vache très souvent. Un dernier mot sur les animaux. Il n'est pas interdit de penser que les animaux au nom non motivés en genre sont connotés en genre. Par exemple, gazelle a-t-elle un nom féminin parce que c'est un animal gracieux? Et gnou, qui est une antilope poilue, est-il au masculin parce que ça a de la barbe? Et quid de la différence entre panthère et léopard, entre abeille et bourdon, entre grenouille et crapaud? Est-ce qu'il faut y voir un choix arbitraire motivé par une quelconque connotation d'apparence ou de taille ou autre chose? Alors aller sur ce terrain est un peu aventureux et pour vérifier une telle hypothèse, outre les intuitions qu'on peut avoir, il faudrait passer en revue tout le vocabulaire animalier, en étudier l'étymologie et l'histoire, pour chaque mot. En conclusion, je dirais prudemment que non, il n'y aurait pas de lien avéré entre le genre grammatical de ces animaux et une véritable connotation, même s'il est permis d'en douter, bien entendu. Donc voilà, fin de la parenthèse sur les animaux. Et pour en terminer avec le genre, et cette donc très très grande question, comme vous l'avez vu, revenons à nos humains. Euh, En disant d'abord que le genre grammatical en soi ne pose pas de problème particulier. Rien ne permet de penser que parmi les noms qui ne sont pas motivés par le sexe, il y ait un déséquilibre qui ferait qu'on ait plus de catastrophes au féminin ou plus de cataclysmes au masculin, comme je l'évoquais dans la première vidéo, ni d'autres déséquilibres concernant des qualités ou caractéristiques contenues dans le lexique, qui seraient la marque d'un sexisme latent. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais on ne peut pas dire qu'une langue est sexiste. Ses usagers éventuellement, mais la langue elle-même n'est qu'un outil qui ne façonne pas nos pensées à elle seule, même si elle y contribue probablement. Il existe en revanche, et je l'ai largement expliqué, une polémique autour du genre dit neutre, qui en français aurait la même forme que le masculin. Le neutre servant normalement, comme son nom l'indique, à représenter des choses sans sexe. Et là, ça coince parfois, quand la grammaire entre dans le champ sociopolitique. Avant de vous donner un vrai exemple polémique, voici 6 situations, les 6 situations majeures, où le masculin est employé comme genre dit non marqué, dominant, englobant ou éventuellement neutre en français, et je dis ça évidemment
en prenant toutes les précautions nécessaires. Petit cahier. Comme lemme d'abord, c'est-à-dire comme forme canonique représentative du mot, choisi par exemple comme entrée d'un dictionnaire. Le masculin singulier, pour être précis, donc beau pour l'adjectif, avocat avec éventuellement une mention du E, du féminin, non commun, donc dans sa forme dite lématique, c'est le masculin qui est représenté. En deux, comme singulier englobant, générique, les droits de l'homme, par exemple, l'homme étant, comprenant évidemment également toutes les femmes, les droits de l'homme étant ambigus, parce que dans certains contextes, on pourrait imaginer les droits de l'homme au sens masculin. Ensuite, le pluriel collectif, comme dans les hommes sont en colère, qui est également ambigu. Les hommes sont en colère peut englober tous les hommes et les femmes, et toutes les femmes. Mais on peut évidemment imaginer un contexte, plusieurs contextes où il ne s'agit que d'hommes et donc de personnes de sexe masculin. Ensuite, vous avez le pluriel d'accord pour les groupes nominaux coordonnés, comme dans l'exemple, le renard et les belettes sont beaux, le renard l'emportant sur les belettes en l'occurrence. Vous avez aussi le pseudo-neutre dont j'ai touché deux mots, comme dans l'expression c'est beau ou quelque chose de beau, qui est censé être totalement neutre et qui justifie l'emploi du masculin. Je l'appelle le pseudo-neutre parce que c'est un cas tellement isolé il ne saurait être représentatif de la présence d'un neutre dans la langue. Et enfin, les noms de métiers ou de fonctions non féminisés. Il y en avait encore très récemment dans la langue et ce sera l'objet donc de ma conclusion. Alors donc, pour dépasser l'idée du masculin qui l'emporte sur le féminin, j'en ai déjà largement parlé, il existe un certain nombre de mécanismes de la langue conçus pour désinvisibiliser les femmes, certains parfaitement grammaticaux en 2021, que tout le monde peut utiliser sans se faire taper sur les doigts, ni par les manuels de grammaire, ni par l'Académie française, d'autres qui existaient en vieux français et qui ont disparu depuis, d'autres encore qui sont en cours de développement, comme le célèbre point médian, et enfin des choses qui sont à inventer ou qui sont en cours d'invention. Tous ces mécanismes participent de l'écriture inclusive, ou plus largement de ce qu'on appelle la langue épicène, et je me ferai une joie d'en faire le thème de mes prochaines vidéos dans les sujets qui fâchent. Je m'en régale d'avance et je vous sens très impatient et impatiente également, donc ça va venir, ne vous inquiétez pas. Alors, outre ce que j'ai dit dans la première vidéo, voici un exemple récent parmi les plus saillants. Un ministre, genre grammatical mexicain, genre lexical masculin, vous êtes sûr? Ça devrait aller. Une ministre, genre grammatical féminin, sexe féminin, genre lexical féminin, vous validez? En apparence, ministre est un mot qui peut être mis au féminin sans problème et au pluriel pour englober une équipe des deux sexes au nom du principe de neutralisation des genres. Ministre est ce qu'on peut appeler un terme épicène, au moins en apparence, c'est-à-dire qu'il peut être masculin ou féminin et qu'il renvoie aux deux sexes sans hiérarchisation grammaticale ni sociale. Monsieur le ministre, genre grammatical masculin, genre lexical mâle, pas de problème, mais Madame la ministre, pas bien. Pas autorisé par la grammaire jusqu'à très récemment. Et c'est là qu'on s'aperçoit que même une ministre n'était pas autorisée, entre guillemets, en français jusqu'à il y a très peu de temps. Alors, pourquoi? Déjà, l'histoire du féminin des noms de métiers et de fonctions en français est épineuse et brutale. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, et déjà, dans celle sur l'écriture inclusive, j'en parlerai assez largement. Disons pour résumer que, à une époque de son développement, le français a choisi le masculin non comme forme neutre, ce qui pouvait être sans gêner personne, ce qu'il aurait pu être, mais comme genre dominant dans certains domaines, comme celui des accords grammaticaux ou celui des métiers, en particulier des fonctions de prestige, ou en tout cas des fonctions dont on considérait qu'elles ne pouvaient être occupées que par des hommes. Et la question du genre grammatical peut alors totalement se déplacer sur le terrain politique, déjà bien occupé par la question du genre tout court. Alors soyons clairs, autant la phrase « les ministres sont intelligents »
peut relever de la neutralisation sans soulever de grosses protestations dans un monde égalitaire comme le nôtre est censé l'être. Autant Madame le ministre se justifie plus difficilement, autrement que par un conservatisme individuel que je ne jugerai pas, mais que je ne partage pas du tout. Dans un singulier désignant un individu unique de sexe féminin, l'usage forcé du genre masculin qualifié de neutre est dans la société actuelle contestable. Autrement dit, quand la grammaire ne l'impose pas, quand on a le choix, la forme féminine n'a pas de raison d'être rejetée. Et du reste, la position conservatrice a été contestée officiellement sous un gouvernement dirigé par le Premier ministre Lionel Jospin, qui a commandé un rapport de féminisation ou de reféminisation des noms de métiers et fonctions, présenté en 1999 dans le laboratoire de linguistique où j'ai débuté ma carrière, et qui se nommait alors l'INALF, Institut national de la langue française, et qui s'appelle aujourd'hui l'ATILF. Rapport qui s'intitule Femme, j'écris ton nom, référence dans la description bien sûr. Vous verrez si vous avez la curiosité de le lire, c'est très complet, c'est très long et c'est très documenté. En 1999 toujours, l'académicien Jean-François Revel écrivait dans un pamphlet contre la féminisation des noms de métiers, même année, notamment ceci: l'usage est le maître suprême. 20 ans plus tard, en 2019, l'Académie française valide enfin cette féminisation contre laquelle elle a tant combattu. L'usage a fait son office et l'Académie a entériné. Là encore, cette histoire de féminisation des noms mérite une vidéo entière que je me ferai une joie de présenter un jour dans cette même playlist qui va donc accueillir énormément de sujets polémiques passionnants. Et vous voyez que chaque sujet est de nature à susciter un long développement et que tous les sujets sont reliés entre eux. Je vous l'avais prédit et je le prouve. Alors restons pour l'instant sur cette question de genre grammatical et de genre lexical. J'espère que vous faites bien à présent la distinction entre les deux, si c'était déjà le cas. La langue en elle-même n'est pas sexiste, je le répète, aucune langue ne l'est parce qu'une langue est ce que nous en faisons, elle est telle qu'on la fabrique, ce n'est pas elle qui nous impose une façon de penser. Elle peut, encore une fois, je l'ai dit et je l'ai évoqué, elle peut l'orienter éventuellement, il y a des études sont en cours sur la question. En revanche, les gens peuvent être sexistes, la société, les grammairiens, les penseurs d'une certaine époque peuvent être sexistes. Et parfois nous laisser des traces de ce sexisme dans l'usage qui nous est parvenu. C'est le cas dans l'intitulé très controversé « Le masculin se l'emporte sur le féminin ». Pour vous, maintenant, ça n'est plus une surprise. Et il est logique qu'on abandonne cette façon de présenter les choses, en tout cas pour cette règle. Il existe des tensions très fortes autour de cette question et pour ma part, je ne trancherai pas, dans le sens que je n'ai pas à vous dire comment parler, parce que la langue vous appartient. J'aurai l'occasion de vous parler par ailleurs de l'écriture inclusive, de la grammaire du français, d'usage contre la norme, de la féminisation du langage. Cette vidéo sur le genre restera au genre. Mais pour toutes les autres questions, je reviendrai. Pour le genre, j'en resterai là. Et pour conclure, je reviens à la sentence de M. Jean-François Revel en 1999, l'usage est le maître suprême, en vous rappelant que l'usage, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est chacun de nous, et c'est le temps qui passe sur la langue. Car la langue t'appartient. L'important, selon moi, la chose à retenir éventuellement, c'est de ne pas vouloir se servir de la langue pour blesser ou oppresser autrui. Et de ne pas non plus céder à la pression systématique du bon usage. C'est pourquoi je tiens à titre personnel à dire la ministre ou une ministre et d'en faire mon usage personnel, depuis toujours, tout en refusant, depuis toujours, l'injonction de dire le ministre quand il s'agit d'une femme. Je pense n'avoir manqué de respect à personne en choisissant de dire Madame la ministre, mais je trouve et je trouverais irrespectueux qu'on essaie de me l'interdire. C'est mon choix, la langue m'appartient, au moins à ce niveau-là. La langue vous appartient de même, elle nous appartient à tous, chérissons-la, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, éventuellement les deux vidéos si vous avez vu la première. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo, exprimez-vous, exprimez votre ressenti par rapport à cette question, vos réactions par rapport à ma vision de la chose, polémiquez avec moi aussi, je suis prêt à vous répondre et ça me fera très très plaisir. Je ferai en sorte de répondre à tout le monde et à tout de la manière la plus apaisée qui soit. Je suis assez curieux aussi de savoir ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.